On se retrouve pour la deuxième partie de notre exploration du système visuel. Dans la première vidéo, on a décortiqué la structure de l'œil. Maintenant, on va plonger dans les mécanismes fascinants qui lui permettent de s'adapter à la lumière et surtout de transformer de simples photons en l'univers visuel qu'on perçoit tous les jours. Pour commencer, on va s'intéresser à un problème que beaucoup connaissent, les défauts de mise au point de l'œil. Ce schéma illustre ça parfaitement. Pour la myopie, vous voyez, l'image d'un objet lointain se forme en avant de la rétine, ce qui le rend flou. Pour l'hypermétropie, c'est tout l'inverse. Le point focal se trouve derrière la rétine. Ça nous montre à quel point l'anatomie de l'œil doit être calibrée au millimètre près pour avoir une vision nette. Mais justement, face à ces défis, l'œil est une formidable machine à résoudre des problèmes. On va voir comment il a développé des solutions incroyables pour s'ajuster en permanence et nous offrir une image claire du monde. C'est un vrai petit chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. L'un des plus gros challenges pour notre œil, c'est la différence énorme d'intensité lumineuse qu'on rencontre. Pensez-y, entre la lumière d'une étoile, à peine perceptible, et un soleil de midi en plein été, l'écart est colossal. Alors, la première ligne de défense, la première adaptation, elle est purement mécanique. C'est l'iris qui joue exactement le rôle du diaphragme d'un appareil photo. Grâce à ses muscles, le sphincter est le dilatateur, il peut ajuster la taille de la pupille pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Et cet ajustement, c'est une histoire de compromis. Quand il y a peu de lumière, la pupille s'ouvre en grand. Le but, capter le moindre photon disponible. On sacrifie un peu la netteté, mais l'important, c'est de voir quelque chose. À l'inverse, en pleine lumière, la pupille se resserre. Là, l'objectif change, on optimise la résolution pour avoir l'image la plus nette et la plus détaillée possible. Mais ce réglage mécanique ne suffit pas. L'œil a une deuxième solution, bien plus sophistiquée et biologique cette fois. Il utilise deux types de cellules photoréceptrices complètement différentes. Chacune est spécialisée pour une certaine plage de luminosité. Allez, on plonge au cœur du capteur neural de l'œil, la rétine. Sa structure est incroyablement complexe et à première vue, elle semble construite à l'envers. C'est assez surprenant. Regardez bien ce schéma. La lumière arrive, mais au lieu de frapper directement les capteurs, elle doit d'abord traverser plusieurs couches de neurones, un peu comme un câblage. Les cellules ganglionnaires, les cellules bipolaires, les vrais capteurs, les photorécepteurs, eux, sont tout au fond, collés contre la paroi de l'œil. C'est un design qui peut sembler illogique, mais on va voir qu'il est en fait très malin. L'une des clés de ce design se trouve dans la toute dernière couche, l'épithélium pigmenté. Il agit comme le fond noir d'une scène de théâtre. Son rôle est d'absorber toute la lumière qui n'a pas été captée par les photorécepteurs. Sans lui, cette lumière rebondirait partout à l'intérieur de l'œil, créant une sorte de brouillard lumineux qui rendrait l'image complètement floue. C'est crucial pour la netteté. Donc le chemin de l'information, en version simplifiée, est vertical. Les photorécepteurs captent la lumière, transmettent le signal aux cellules bipolaires qui le relaient aux cellules ganglionnaires. Et ce sont ces dernières qui envoient l'info finale au cerveau. Mais attention, c'est une simplification, car il y a aussi des neurones qui travaillent horizontalement pour déjà commencer à traiter l'image directement dans la rétine. Bon, maintenant on arrive à la question fondamentale. Comment la rétine fait-elle pour transformer un photon de lumière, quelque chose qui n'a pas de masse, en un signal électrique bien concret que le cerveau peut comprendre? Ce processus, c'est la phototransduction. Tout démarre quand un photon percute une molécule, la rhodopsine. Ce choc la fait changer de forme, ce qui déclenche une cascade de réactions, un peu comme une série de dominos. Chaque étape amplifie le signal de l'étape précédente. Et le résultat final de toute cette chaîne, c'est la fermeture de canaux qui laissaient entrer des ions sodium dans la cellule. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Contrairement à la plupart des neurones, nos photorécepteurs sont allumés par défaut. Dans le noir complet, ils sont actifs et libèrent en permanence un neurotransmetteur. La lumière, en fait, agit comme un interrupteur off. En fermant les canaux sodium, elle inactive la cellule qui arrête de libérer son neurotransmetteur. C'est donc une diminution de signal qui dit au cerveau « il y a de la lumière ». Et le plus incroyable, c'est l'efficacité de ce système. L'amplification dans la cascade est tellement puissante qu'un seul et unique photon suffit à déclencher une réponse que le cerveau peut détecter. On est vraiment à la limite physique de la perception de la lumière. L'œil doit jongler avec deux missions qui semblent opposées. D'un côté, voir les détails fins et les couleurs en plein jour, et de l'autre, détecter le moindre mouvement dans la pénombre. Voyons comment il réussit ce tour de force. La solution, c'est d'utiliser ces deux types de photorécepteurs qu'on a évoqués, les bâtonnets, qui sont extrêmement sensibles à la lumière, parfaits pour la vision de nuit, et les cônes, qui eux sont spécialisés dans la vision des couleurs et la haute résolution en plein jour. Ce graphique illustre cette répartition de manière spectaculaire. Regardez le pic immense au centre. Ça, c'est la fovea, une petite zone où sont concentrés quasiment tous les cônes. C'est notre zone de vision ultra nette. Et dès qu'on s'éloigne du centre, la densité de cônes chute, et ce sont les bâtonnets qui prennent le relais, avec une densité maximale en périphérie de la rétine.
D'ailleurs, sur le graphique, vous avez sûrement remarqué cet endroit où les deux courbes tombent à zéro. C'est le disque optique qu'on appelle aussi notre point aveugle. C'est tout simplement l'endroit où toutes les fibres nerveuses des cellules ganglionnaires se rassemblent pour former le nerf optique et sortir de l'œil. Il n'y a donc logiquement aucune place pour les photorécepteurs à cet endroit précis. Grâce à cet agencement très astucieux, on se retrouve avec deux systèmes de vision qui cohabitent dans le même œil. On a un champ visuel central, très performant pour lire ou reconnaître un visage en pleine lumière, et un champ visuel périphérique, beaucoup moins net, mais extrêmement sensible au mouvement, même quand il fait très sombre. Voilà, pour finir, récapitulons rapidement les solutions géniales que l'œil met en œuvre pour nous permettre de voir. On a donc vu comment l'œil est un maître de l'adaptation, que ce soit mécaniquement avec la pupille ou biologiquement avec son double système de capteurs, les cônes et les bâtonnets. On a compris le mécanisme fascinant de la phototransduction qui transforme la lumière en signal nerveux, et on a vu que la rétine est bien plus qu'un simple capteur, c'est déjà un premier centre de traitement de l'image. Maintenant qu'on a compris comment notre corps détecte les ondes lumineuses, la prochaine étape de notre voyage dans les sens nous amènera à un défi complètement différent. Comment détectons-nous des molécules chimiques en suspension dans l'air? Ce sera le sujet du prochain chapitre sur l'olfaction. Pour être sûr que tous ces concepts sont bien clairs, je vous encourage vivement à faire les quiz qui sont disponibles en lien sur le compte. Ça vous aidera à bien fixer les idées. À très bientôt pour la suite!